Quand j'ai présenté le sujet, je me suis dit c'est un peu stratosphérique, il n'y aura personne. Bon, c'est cool, il y a du monde, merci, ça fout un peu la pression. Je suis Christophe Cotin-Loy, je suis UX designer. Je travaille avec une structure qui s'appelle Welcome Max. Et en fait, je voulais traiter ce sujet avec vous parce que souvent, on nous demande qu'est-ce que c'est que le UX design, qu'est-ce que c'est que la différence avec les autres métiers. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de blabla sur la question. Et donc moi j'explique souvent, je pense que c'est pour ça que mes clients aiment bien bosser avec moi, que moi j'aime bien qu'on prenne un peu de distance sur les choses. Je pense que c'est l'essence de ce métier-là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse aujourd'hui ensemble à ce sujet des protocoles. Et pour ça, qu'on monte un petit peu avec Kitty, là, qu'on prenne un peu de distance. Alors le but, c'est pas d'aller dans la stratosphère, parce que vous allez voir que c'est un sujet assez concret. Si le Wi-Fi me pop pas tout le temps. D'ailleurs, je vais le couper. Hop. Voilà. Donc l'idée c'est d'être assez concret parce que le sujet a priori comme ça il fait pas rêver. C'est un sujet qui est un terme, un protocole qui est souvent utilisé dans des domaines un peu techniques, notamment dans les sciences. Le but d'un protocole dans les sciences, c'est de pouvoir définir un cadre d'expérimentation pour que le processus suive un parcours assez précis, assez rigoureux, pour qu'on puisse voir ce qui se passe à chaque étape et qu'on puisse comparer des éléments. C'est un terme qu'on retrouve aussi dans le business, c'est-à-dire que quand il y a des accords qui se font entre des grosses entreprises, on a besoin de définir pareil un cadre, un contrat qui définit les tenants, les aboutissants pour aboutir ensemble vers une solution, vers un accord. On parle de protocole commercial, on parle de contrat cadre, etc. C'est un terme évidemment qu'on retrouve dans la diplomatie. Là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est des entités issues de cultures différentes qui ont besoin de se retrouver ensemble dans un espace un peu neutre, clos, dans lesquels on a défini des règles spécifiques pour que ces différences culturelles en fait, n'interfèrent pas et permettent d'avoir un échange commun pour aboutir ensemble à une négociation. Donc ça, c'est une photo, une photo du protocole de Kyoto. Et du coup, c'est aussi un terme qu'on voit dans la technologie. On parle de HTTP, de FTP. Donc tous ces P-là, c'est des protocoles techniques. Et c'est un peu le même principe, c'est faire en sorte que des machines puissent se parler, communiquer. Puis ce qui est rigolo, c'est qu'on a même inventé des machines qui seront à terme là pour gérer justement les protocoles. Donc ce qu'on va appeler protocole dans le cadre de cette présentation, c'est en fait un cadre socio-réglementaire qui prend en compte des phénomènes socio-culturels dans un cadre précis qui est composé de règles qui permettent à des entités de se regrouper et d'aboutir ensemble à un but commun. Donc par essence, un protocole, il a un début et une fin. On rentre dans un protocole et on aboutit sur un résultat commun, partagé. Alors, on n'est pas tous dans la diplomatie, les sciences, la recherche ou les contrats internationaux. Il y a beaucoup de protocoles en fait, qui sont dans notre quotidien, et notamment au niveau des règles sociales. On retrouve ça évidemment dans l'éducation. On apprend à nos enfants à dire bonjour, à dire merci, à dire au revoir. C'est ce qui crée le fait qu'on est dans un contexte de communication plutôt agréable. Et puis, il y a aussi beaucoup de règles qui sont extrêmement fonctionnelles, puisque dans notre quotidien, on est amené à utiliser des machines ou à évoluer dans des contextes un petit peu particuliers. Par contre, j'ai pas le son là. C'est pas grave. Donc, par exemple, quand on prend le métro, on sait qu'il faut un ticket. Donc, il y a un protocole, il y a un début. Je dois avoir mon ticket, je rentre, je le mets dans la machine. Je dois le garder au cas où je me fasse contrôler. Il est possible que j'ai besoin de ce ticket-là à la sortie. Donc, voilà, il y a un début, il y a une fin. Bien souvent, ces protocoles, ils sont issus de nos us et coutumes. Par exemple, quand on va au restaurant, il y a un protocole au restaurant que tout le monde connaît. Enfin, vous êtes d'accord, tout le monde sait comment ça se passe quand on va dans un restaurant, il n'y a pas vraiment d'inconnu. Donc rapidement, on est accueilli, on nous demande si on veut manger en terrasse ou en salle, on nous demande si on attend quelqu'un ou si on mange tout de suite, si on veut boire un petit apéritif en attendant tout de suite.
Après, il y a un protocole assez établi, hein, entrée, plat, dessert, c'est pas obligatoire, mais c'est comme ça que ça se déroule, tout le monde le sait. À un moment donné, on va nous proposer un café. Et puis arrive un moment donné plus fonctionnel où se pose la question de l'addition, qui soulève là des sujets plus émotionnels, plus socioculturels, puisque, bon, alors, tu m'invites, je t'invite, on divise, comment on fait? Et puis après arrive le moment du règlement en soi, qui redevient extrêmement fonctionnel, parce qu'on se demande si on va payer en carte, ou en liquide, ou en chèque, ou X. Donc, ils ne prennent pas la carte, donc il faut aller faire un tour au distributeur. Donc, il y a un nouveau protocole hop, qui commence. Alors, le protocole du distributeur, pareil, tout le monde le connaît. A priori, c'est assez simple. Il faut commencer par mettre sa carte, mais on nous le rappelle quand même, hein, pour être sûr que tout le monde comprenne comment ça se passe. Alors, on met sa carte, première étape. Là, souvent, ça rame. Je ne sais pas si vous connaissez les distributeurs de la caisse d'épargne, mais c'est un cauchemar. Un vrai cauchemar, puisque même une fois que la jauge est pleine, il continue à mouliner, mais j'ai quand même eu un feedback qui me permet de comprendre que ça a été pris en compte. Récemment, j'ai changé de carte, fallait l'activer dans un distributeur. Pourquoi je l'ai fait chez eux? Franchement, j'ai stressé. Donc là, c'est un protocole assez fonctionnel, mais on se rend bien compte que... Bon, attendez, j'ai la Cité des Congrès qui veut m'emmener dans un protocole pas très fluide. Pourtant, j'ai désactivé le Wi-Fi, non? Attendez, parce que ça va revenir toutes les 5 minutes. Je ne sais pas si vous voyez. Non, il sera activé, d'accord. Ok, bon, voilà. C'est toujours stressant. Donc récemment, j'ai changé de carte, il fallait l'activer. Et sur ce distributeur-là, ça m'a vraiment fait un peu stresser. Parce que je me disais, marche ou ça ne marche pas? Parce que c'était quand même assez long. Donc il se trouve qu'en plus, je venais de quitter la caisse d'épargne. Donc voilà, ça ne m'a pas aidé à les garder dans mon cœur, cette petite étape-là. Donc étape 2, on arrive sur la page d'accueil, on me demande ce qu'on veut faire. Rechargement de mobile, bon, moi j'ai jamais fait. Faut taper son code, faut pas se tromper. Et là, hop, on passe sur le pavé numérique, qui en soi, en fait, est un petit protocole. Hein. On va parler de micro-protocole, puisqu'il faut faire son code, et puis il faut le valider, on peut se tromper, on peut corriger de ça. Donc en soi, c'est une parenthèse qui est peut-être un micro-protocole. Ensuite, on arrive sur le choix du montant à retirer. On peut choisir un autre montant. Hop, on rentre dans un autre processus qui en soi est un autre petit micro-protocole. Voilà, on me demande si on veut un ticket ou pas. Assez classique. Puis là, ça mouline encore. Et sixième étape, l'argent sort. Ah, tout ça pour ça. Et là, bien souvent, ce que font les gens, comme ils sont complètement focus sur cet objectif qui était de récupérer l'argent, et bien souvent, ils prennent l'argent et puis ils s'en vont en oubliant de récupérer leur carte. Donc typiquement, le protocole, les banques l'ont fait évoluer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces dernières années, ça a changé. Maintenant, on est obligé de récupérer sa carte avant de récupérer l'argent. Évidemment, parce que c'est toujours un peu compliqué. Hein, il y a d'autres procédures qui sont mises en place pour revenir à la banque, j'ai pris ma carte, etc. Donc c'est un protocole très fonctionnel, mais qui est quand même porteur d'émotions. C'est l'argent, c'est personnel, c'est un peu technique. On est dans la rue, il y a un code, on peut se faire voler sa carte, voler son code, voler son argent. Donc c'est quand même empreint de pas mal d'émotions. Et puis une fois qu'on a récupéré sa carte, ça mouline toujours un petit moment. Et on récupère son billet. Bon, je vous ai fait la version courte, évidemment, on peut se tromper, on peut être débiteur, etc. Donc il y a tout un tas de processus. Donc voilà, l'utilisateur, il avait un objectif clair, il a décidé lui-même de rentrer dans cette interaction, et donc ce qu'on appelle là un protocole avec un début et une fin, qui était dans l'exemple en 8 étapes. Alors aujourd'hui, on est dans un monde qui est tout digital et tout devient système en fait. Hein. On voit bien que aujourd'hui, on est à l'ère du multicanal. Les entreprises, les organisations ont imaginé des systèmes qui sont déportés sur des machines ou qui sont tout simplement des règles de fonctionnement au call center, etc., qui permettent de gérer toutes les situations, tous leurs processus, tous leurs protocoles. Mais le problème, c'est que historiquement, dans le digital, on a un héritage qui est quand même très fonctionnel, qui est très froid, qui est très dur. Et bien souvent, on met ça en frontal sur la tronche du client qui doit lui rentrer dans les tuyaux qu'on a définis. Donc on est souvent dans des procédures qui sont assez arides en termes de communication. Alors que la théorie de la communication et de l'information, elle est assez simple. On s'instaure dans un espèce de dialogue où il y a un émetteur, un récepteur, et le but c'est que il y a un signal entre les deux qui fait en sorte que la connexion s'est bien établie, et ça, on le valide avec un feedback. Ce qu'on sait, c'est le MIT qui le dit, c'est que
ce signal, en fait, entre des êtres humains, ou en tout cas dans un cadre de communication, d'échange, en fait, il est porteur d'un message. Et ce message-là, il est communiqué via un médium. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce message-là, en fait, il subit énormément d'interférences. Il y a un contexte d'utilisation, peut-être que le message est altéré, peut-être qu'il a été mal écrit, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toutes ces influences socio-culturelles qui font que le message, au départ, finalement, il est déjà émis d'une manière codée culturellement. Par exemple, les Anglais, pour dire c'est bien, ils disent not so bad. Donc il faut savoir que not so bad, en fait, ça veut dire que c'est pas mal. Parce que littéralement, c'est pas le cas. Donc c'est un code qui est émis, le message arrive, il faut arriver à le décoder pour comprendre réellement la signification de ce qui est en train de se passer. Donc cette notion de feedback, elle est essentielle pour valider à la fois le fait que la communication est établie et que le message passe. Aujourd'hui, on est à l'ère des services. Les gens, ok, ils communiquent, etc., mais ils ont surtout envie d'utiliser le digital, et ils utilisent le digital avec un objectif précis. Ils veulent quelque chose, et il se passe un laps de temps jusqu'au moment où ils obtiennent quelque chose. Je veux retirer de l'argent, il se passe un certain nombre de choses et un laps de temps avant que j'ai obtenu mon argent. Et le gros challenge qu'on a, c'est celui d'arriver à faire en sorte que ce laps de temps-là, il soit le plus fluide possible. Et la première complexité, c'est d'arriver à maintenir l'attention, ce qui, en psychologie, est pas simple. On l'a vu dans l'exemple du distributeur, on va jusqu'à oublier sa carte. Je pense que ça nous est peut-être pas tous arrivé, mais moi ça m'est arrivé plus d'une fois, enfin même beaucoup de fois. Je pense que je suis pas le seul. Donc tout l'enjeu justement de la réflexion par protocole, c'est d'arriver à bien définir ce cadre-là d'interaction, ce cadre de l'expérience utilisateur, de manière à bien maintenir notre intention et faire en sorte qu'on arrive bien d'un point A à un point B le plus vite possible. Et c'est ça le sujet en fait. C'est que pour que ça fonctionne clairement, ce que je veux, c'est obtenir mon argent. Je ne veux pas passer du temps sur le distributeur. Quand je veux me connecter à Facebook pour parler avec mes copains, ce que je veux, c'est parler avec mes copains. Ce n'est pas me connecter à Facebook. Quand je cherche un produit sur le web, je veux le trouver. Je ne veux pas m'éclater à le chercher. Donc le problème, c'est que dans le digital, on a un héritage, en fait, parce qu'en fait, tous ces systèmes dont on est en train de parler, en gros, ils ont commencé à émerger il y a une vingtaine d'années, et on récupère tout un héritage. Un héritage qui était celui du monde qu'on a tenté de transposer dans le digital, et puis tous les codes et tout l'héritage du panorama digital tel qu'on connaît, avec tous ces codes, avec toutes ces métaphores. On a eu l'ère du skeuomorphisme dont on est sorti. Donc là, le but, c'était quoi? C'était de rendre le contexte et l'objet digital le plus proche possible de la réalité, de manière à ce que le saut cognitif soit le plus faible possible. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre le plus vite possible, de manière la plus intuitive possible, dans l'interaction, qu'on comprenne l'objet, qu'on comprenne l'interaction. Et c'était probablement nécessaire à cette époque où on a créé beaucoup de nouvelles choses. Aujourd'hui, c'est plutôt Google qui a pris le lead sur ces problématiques-là avec Material Design, où là, on est sur un effort beaucoup plus moderne et beaucoup plus light, où l'idée, c'est de travailler des codes digitaux, graphiques, mais aussi et surtout d'interaction, qui permettent d'épurer au maximum et de créer ce qu'on appelle le focus, justement pour maintenir l'attention. Donc vous connaissez probablement les designers, ceux qui ne connaissent pas, vous irez voir, mais ils ont développé tout un travail avec l'agence Fantasy pour arriver à travailler sur comment les interactions aident l'attention à rester focus sur l'objet de ma consultation, de mon interaction. Alors, avec cet héritage digital, en fait, en ergo, on parle de tâches. Tout ce qu'on était en train de faire, c'est tellement standardisé, on a itéré, on a évoqué, on a optimisé un certain nombre de tâches, de processus qui sont en fait devenus des protocoles. Le premier, c'est le protocole de recherche. Avec l'hégémonie de Google, aujourd'hui, on a un modèle mental de ce qu'est une recherche qui est assez précis. Ce qui est marrant, c'est de voir qu'on est tellement habitué et on a tellement une projection, on connaît tellement le protocole qu'il y a plein de petits détails auxquels on ne fait pas attention. Par exemple, quand on rentre dans le champ de Google et qu'on commence à taper, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'interface, elle switch tout de suite et on passe en mode liste de réponses tout de suite. Vous avez remarqué ça? Parce qu'il y a plein de gens qui ne l'ont jamais remarqué. Alors, parfois, on fait des réunions où on nous traite de fous en proposant des choses de cet ordre-là, en disant « Ah, mais c'est absolument pas ergonomique. » C'est pas un sujet d'ergonomie.
Et donc, le protocole, il est clair, et vous voyez, ils accélèrent les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de valider la première saisie pour passer dans la page de réponse. On est tout de suite dans la page de réponse avec une autocomplétion. Donc, je valide le premier Blend Web Mix. Et là, ce qui se passe, c'est que le champ cachait un certain nombre d'éléments qui sont donc des filtres, mais du coup ça m'affiche un protocole. Je sais ce que je peux faire. Ça ressemble à des étapes, mais ça n'en est pas, plutôt des onglets. On sait qu'il y a environ 957 000 résultats et que ça a pris 0,32 secondes. On sait, c'est pas très utile. Et donc on s'attend à une liste de résultats qu'on scrolle, qu'on soit sur Google ou ailleurs, hein. Et on voit bien qu'en bas, il y a une fin de protocole où on nous propose d'autres suggestions, parce qu'a priori, si on n'est pas sur la première page, on sait qu'on a peu de chances d'être vu sur la deuxième et suivante. Mais néanmoins, on nous suggère le fait qu'il y a d'autres possibilités, d'autres étapes. Donc, toutes ces interactions du quotidien, en fait, elles se sont extrêmement standardisées. On parle beaucoup de standards, et on a l'impression que designer avec des standards, en fait, ça suffit, on prend une plateforme, tout est déjà fait, c'est super simple. Notamment au niveau des filtres, où voilà, il y a pas mal de technos qui permettent d'arriver à, encore une fois, accélérer le processus. On ne recharge pas la page, il y a de l'autocomplétion, les filtres, ça tape tout de suite en fonction de ce qu'on tape, sans valider quoi que ce soit à la souris ou au clavier. On en retrouve ça un petit peu partout, hein, quand on va chercher un voyage, réserver un billet de train, on voit bien qu'on est sur un protocole qui est plutôt connu. Il y a un départ, une destination, un nombre de voyageurs, est-ce qu'on prend un aller simple ou un aller-retour, etc. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils mettent bien en avant à droite tous ces éléments qui cadrent en fait, le protocole et qui est de l'ordre de la promesse et de la rassurance, qui permet à l'entrée du protocole de nous inciter, de nous rassurer pour rentrer justement dans ce fameux protocole de recherche. Donc ça, c'est très important parce que ça joue sur la motivation et du coup sur l'attention. Et puis il y en a un autre, moi, que j'adore, c'est tout ce qui est page d'identification et de création de compte, où là, on voit bien qu'on a deux on va dire, processus fonctionnels différents, l'identification et la création de compte. Puis plus ça va, et plus on voit bien qu'elles sont jumelles, qu'elles sont liées, puisqu'on a systématiquement le « inscrivez-vous » qui permet de passer sur une autre facette du formulaire et vice-versa. Alors, pourquoi c'est si important? Je surveille le temps. C'est important parce que les protocoles, en fait, ils conditionnent nos expériences énormément. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que souvent, les jeunes designers l'oublient, c'est que le design d'expérience, c'est quand même basé sur un résultat obtenu. Donc c'est basé sur un vécu, c'est basé donc sur la mémoire. Et la mémoire, c'est ce qui génère nos émotions, ça joue énormément. Qu'est-ce qui fait qu'une expérience est bonne ou est mauvaise? C'est uniquement une question de référentiel, en fait. D'accord? Dans le digital, on a un vrai challenge, c'est qu'en fait, le référentiel digital, il est assez haut de gamme. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand on veut acheter une voiture, il y en a qui me connaissent, là, qui savent que j'en ai bouffé de la voiture. Quand on va acheter une voiture, en général, tout le monde n'a pas eu la chance de faire l'expérience d'une voiture haut de gamme. Tout le monde n'a pas eu la chance dans sa vie de faire un voyage en Rolls-Royce, conduire une Porsche, être dans une super bagnole de rêve qui donc est haut de gamme en termes d'expérience. Quand on va acheter une voiture, on a un besoin qui est plutôt fonctionnel au départ, même s'il y a évidemment plein de facteurs émotionnels. Et on est plutôt sur une problématique de segment. Je veux une petite voiture pour aller faire les courses. Donc voilà, je vais osciller entre, j'en sais rien, une petite Peugeot ou une Golf, mais je suis sur un segment assez précis. Je n'ai pas de problème de référentiel. Par contre, sur le digital, le problème, c'est que notre référentiel dans le digital, il est tout de suite haut de gamme. Parce qu'en fait, on est tous confrontés au haut de gamme dans le digital. Ce que j'entends par haut de gamme, c'est que Google, Facebook, Apple et les autres nouveaux entrants qui liguent le marché, ce sont des gens qui proposent le top en termes d'expérience digitale. Jusqu'à preuve du contraire, Google, Apple et Facebook, c'est quand même des expériences qui sont extrêmement chiadées, qui sont extrêmement travaillées, qui sont extrêmement performantes et qui cumulent une audience non négligeable dans le panorama médiatique. Alors que pour les voitures, ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait, ça veut dire que dans le digital, on est tout de suite de fait en compétition avec des acteurs qui sont haut de gamme et qui, eux, maîtrisent les points d'entrée dans le digital. Les moteurs de recherche, les devices, les OS, les services les plus courants, la géolocalisation, etc., les app stores, etc., etc., etc. Vous connaissez.
Donc ce qui est compliqué, c'est que les protocoles cristallisent vraiment notre rapport à l'émetteur. On l'a vu tout à l'heure, j'ai quitté la Caisse d'épargne pour plein de raisons. Ce petit protocole là, de retrait d'argent, il m'a vraiment conforté dans mon choix. On sait qu'il y a beaucoup de décisions qui sont en fait post-rationalisées. C'était bien le cas. Alors le vrai problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas le protocole ? Dans le meilleur des cas, en fait, on passe juste pour un con parce qu'on est en décalage. Donc du coup, on se dit il était à côté de ses pompes, il connaît pas les codes, il n'était pas réveillé. Bon, on bossera plus avec lui. Mais en fait, dans une transaction ou dans un rapport digital, en fait, quand on est en décalage et qu'on ne respecte pas les protocoles, en fait, on crée une couche d'abstraction qui devient vite trop complexe au niveau cognitif et qui génère tout simplement du rejet. Je ne transforme pas mon panier, je ne finis pas le formulaire, je ne partage pas le contenu, je n'achète pas. Donc en fait, pour comprendre comment ça marche, c'est qu'on est encore une fois à fond dans les challenges cognitifs. En gros, notre panorama quotidien, dans la vraie vie comme dans le digital, il est composé de deux types d'expériences qui est conditionné par deux types de protocoles. Ceux qu'on connaît, le restaurant, le distributeur, on n'a pas d'appréhension, on n'a pas d'inquiétude, on n'est pas plongé dans l'inconnu, on n'est pas en décalage quand on va manipuler, bien qu'on voit bien que c'est perceptible, alors qu'il y en a d'autres qui sont inconnus. Alors, je fais une petite parenthèse sur la psychologie, mais en fait, quand on est dans un protocole connu, le cerveau, il est en ce qu'on appelle en mode expert, c'est-à-dire qu'il connaît le sujet, son contexte d'utilisation, il le connaît. Et il le connaît grâce à ce qu'on appelle la mémoire long terme. C'est-à-dire que le fameux référentiel dont je parlais tout à l'heure, il est riche, il est vaste, et c'est ce qui fait que quand on est face à une situation qu'on connaît, a priori, on n'a pas peur, on n'est pas stressé, on n'est pas angoissé, on n'a pas des émotions qui viennent perturber ce qui se passe. L'intérêt de la mémoire long terme, c'est qu'elle a une capacité de stockage qui est quasiment illimitée, et elle a une capacité à maintenir aussi l'information disponible qui est quasiment illimitée. Du coup, ça permet d'avoir des traitements de l'information quand je suis pour la première fois devant un site, une application, etc. Si je suis dans un dispositif connu qui respecte les standards, donc qui respecte le protocole, je suis dans une posture en fait simple, ça ne me demande pas d'effort cognitif. Quand on est dans un protocole inconnu, le cerveau il se met ce qu'on appelle en mode novice, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas du référentiel. Par exemple, si demain je ne vous le souhaite pas, vous avez un accident d'avion et vous atterrissez dans l'Amazonie et que vous êtes obligé de vous débrouiller, vous passez en mode novice. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement dont vous n'avez pas le référentiel et donc votre cerveau, qu'est-ce qui se passe ? Il accorde une attention très détaillée à chacun des éléments, il décrypte, il essaye de décrypter chacun des codes, chacun des signaux qu'il détecte. Contrairement à la version experte où il est capable, le cerveau, de traiter l'information dans sa totalité. Donc le problème de la mémoire court terme, qui est celle qui est disponible à ce moment-là, c'est qu'elle a une capacité de stockage extrêmement limitée. On dit souvent en ergonomie qu'il faut éviter les listes ou les menus de plus de 7 items. En réalité, c'est plutôt 5 plus ou moins 2, donc c'est 7 vraiment grand max. Donc ça veut dire que la capacité de stockage d'une information récente, qu'on ne connaît pas, donc elle est extrêmement limitée en quantité, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'elle a une capacité en général qui est d'environ 10 secondes. Donc c'est pour ça que quand vous êtes en train de surfer un multifenêtre et puis que vous revenez sur un site que vous avez quitté peut-être 30 secondes avant, le temps que la page se charge, le temps de répondre à un chat sur Facebook, votre attention elle est partie ailleurs. Et là, quand vous revenez sur le site, il faut quelques secondes pour réatterrir en fait dans son contexte. Je vous donne un exemple sur les formulaires, parce que les formulaires, c'est quand même un gros sujet et qui est loin d'être résolu, parce qu'on essaye de les optimiser en permanence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un mode expert, en fait, on a un focus visuel et il y a une autre notion qui s'appelle l'empan visuel. C'est-à-dire que c'est notre capacité à regarder, c'est l'effet lampe torche, à avoir une vision périphérique. Donc quand on est en mode expert, ce qui se passe, c'est qu'on a beau regarder le premier champ, on a quand même une circonférence, un empan visuel qui est large, qui nous permet d'aller extraire des informations périphériques qui ne sont pas le cœur de ce que je suis en train de regarder et de comprendre ou de lire. Donc ça me permet de décoder les sujets dans ce qu'on appelle des paquets sémantiques. D'accord ? Donc je suis devant un formulaire, mes yeux ont vu quelques mots-clés, quelques icônes, je sais que je suis dans un formulaire, par exemple pour mettre ma voiture en vente ou en location, donc on va me demander forcément mes coordonnées, des informations sur le véhicule, un prix, etc. Je le sais, j'ai une vision globale des choses. Quand on est
en mode novice, donc quand on est dans un protocole inconnu, c'est quasiment l'inverse qui se passe en fait. C'est que le champ de vision se réduit énormément. Et du coup, on a une capacité à extraire l'information disponible qui est extrêmement réduite et qui force le cerveau à tout découper. Par exemple, la lecture d'un mot pour un mode expert, c'est pas le mot qu'on lit, c'est l'ensemble des lettres qui constituent un symbole et on décrypte le mot tout de suite. Vous savez, il y a plein de bacs qui tournent avec des textes à trous et on les lit très bien malgré le fait qu'il manque beaucoup de lettres. Quand on est en situation donc de découverte, ou en tout cas de novice, le cerveau il est obligé de traiter chacune des informations. Quand je suis perdu dans la jungle, il y a une branche qui a craqué, j'ai marché sur un truc mou, je vois pas le fond de la forêt, il y a des bruits, on est en fait en alerte permanente et on n'a pas la capacité à relier les informations entre eux, à aller les chercher. Donc vous savez probablement que dans les best practices des formulaires, on doit mettre l'intitulé le plus proche possible du champ, c'est exactement pour cette raison-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas de droite, on voit bien là que le titre du formulaire, il est trop loin, et que psychologiquement, bien sûr que l'utilisateur va être capable de les voir. Sauf que ça crée une fatigue importante qui, en fait, nuit à l'attention, qui du coup génère des erreurs et demande un effort qui est trop important. Donc, si on est sur un formulaire compliqué, si on n'est pas hyper motivé, etc., on abandonne. Alors, c'est justement pour cette raison-là que les formulaires évoluent et puis qu'on a des tendances aujourd'hui pour mettre l'objet du formulaire dans le champ. Ce qui a l'avantage de les rassembler et donc de limiter la vision périphérique et d'aller chercher et d'avoir à faire le travail d'assimilation. Il se fait tout seul. Quand on est un expert du digital et qu'on utilise les réseaux sociaux, face à ce type d'écran, on est dans un comportement expert. On a l'habitude, on en voit tout le temps. On sait très bien que là, pour se loguer, il faut mettre son mail et puis son mot de passe. Alors, je l'ai fait. Donc, je tape mon mail, mon mot de passe, je valide et j'ai un problème. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Donc je retape mon mot de passe, une fois, deux fois, trois fois. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Puis alors là, il y a un truc dont j'ai pas trop envie, c'est de cliquer sur oublier, parce qu'on ne sait jamais quand le mail va arriver, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, à votre avis? C'était pas un mail, c'était un nom d'utilisateur. Et comme je suis un expert et que je connais le protocole, j'ai pas lu. Et j'ai surtout pas envie de lire puisque je connais le protocole. Donc je retape en boucle et je répète mon erreur. D'accord? Donc ça veut dire que souvent on a des débats, hein. Oui, l'innovation, la disruption, etc., etc. Ok, mais quand on veut changer les protocoles, c'est encore pire avec les experts s'ils se plantent. Parce que d'abord, ils sont encore plus impatients que les autres parce qu'ils connaissent le sujet. Donc ça leur renvoie à eux un message finalement qui est assez frustrant. Ah putain, c'est la loose là, je suis un expert du digital, j'arrive pas à me connecter à Instagram. Bah oui, mais c'est la réalité. Et du coup, ils sont encore plus critiques et cyniques vis-à-vis de la marque en situation d'échec. Donc moralité, quand on veut modifier les codes, c'est pas que pour perdre les gens qui connaissent pas trop. Les vieux, les nuls, les ceci et cela. Non, c'est aussi et surtout pour les experts. Donc, j'ai pas lu. Alors que si vous mettez votre, allez, pas votre maman, votre grand-mère devant un formulaire, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à lire en haut à gauche, et puis elle va lire comme ça, etc. etc. Elle a pas et elle va pas se tromper là. Elle va dire ah mais c'est quoi mon nom d'utilisateur? Bon, sachant que moi personnellement mon nom d'utilisateur sur Instagram, je le connais pas en plus. Donc voilà un exemple de justement l'impact et l'enjeu de ces protocoles et comment ça fonctionne. Alors j'ai fini par cliquer sur réinitialiser le mot de passe, et puis alors là. Il nous renvoie au fin fond de la chambre, donc sur un autre processus, un autre protocole qui est celui de la récupération du mot de passe, qui n'ont pas pris la peine de passer à la charte. Ils ont beau être achetés par Facebook, ils ne sont pas encore au top. Ok, donc pour conclure, protocole connu, on est dans un référentiel connu, donc peu d'efforts, on a un regroupement automatique des données, on connaît le protocole, on va acheter sur un site e-commerce sans lire les 3, 4, 5 étapes, juste dans la perception, on va se dire tiens ça a l'air rapide, ça a l'air bien, ça a l'air standard, ça a l'air bien fait, c'est notre référentiel, c'est instantané. Protocole inconnu, effort important, obligé de décomposer chacune des informations, obligé absolument d'ajouter du guidage.
Hein. Les designers nouvelle génération nous parlent de simplicité, d'épuration. Ce qu'ils font, c'est qu'ils virent tous les textes. Sauf que le problème, quand on est dans la situation à droite et qu'il n'y a plus les textes, c'est très embêtant, très embêtant. Et je reviens d'ailleurs à cet exemple-là. Hein, le fait de ne pas mettre l'intitulé du champ. Aujourd'hui, on a des UI où on le réduit, on le met en haut. Ça ne m'aide pas à savoir que j'ai tapé un mail au lieu de taper un nom d'utilisateur. Et puis, il ne me met pas le champ en rouge. Puis, comme je ne lis pas le message, je continue à retaper mon mot de passe. Alors, donc, ces protocoles, il faut les décomposer. Une petite définition là, que j'ai trouvé que je trouvais bien. C'est l'ensemble des conventions nécessaires pour faire coopérer des entités distantes, en particulier pour établir et entretenir des échanges d'informations entre ces entités. On est en plein dedans. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, je vais surveiller mon timing, je crois que je suis un peu dans les choux, c'est que tout part en ergo avec cette logique de tâche, je veux faire quelque chose. Et en fait, on l'a vu dans les différents exemples, un protocole, c'est en fait une succession d'étapes de ce qu'on va appeler des séquences. Et au sein de ces séquences, il y a une succession de ce qu'on appelle des micro-protocoles, qui sont l'ensemble des concepts qui donnent lieu à des symboles pour qu'on les reconnaisse, à des stimuli, c'est de la sémio, qui permet d'avoir justement ce référentiel-là qui prend vie, qui prend forme, et puis l'ensemble des petites interactions qui sont là pour accélérer, maintenir l'attention, faire gagner du temps et aider les gens à se repérer. C'est essentiellement lié au feedback. Alors peut-être vous êtes en train de vous dire, bon, il coupe quand même un peu les cheveux en quatre, l'autre, avec ces protocoles-là. Donc j'ai pris un exemple assez simple, qui est l'exemple du lecteur DVD. Quand on veut lire un lecteur DVD, a priori, c'est un concept que tout le monde connaît. Ou presque. Alors, on voit bien qu'il y a une succession d'étapes. D'abord, il faut choisir son DVD, ce qui en soi peut être un protocole. Quand on est 6 et qu'on se réunit à la dernière minute, c'est un peu comme quand on se dit bon, on va bouffer au resto, on va bouffer à quel resto? Bon, là, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, une fois qu'on a son DVD, il faut l'insérer, mais en soi, c'est aussi un micro-protocole. Il faut que le lecteur soit allumé. Il faut appuyer sur le bouton. Il faut mettre le DVD dans le bon sens. Puis il ne faut pas qu'il y en ait un autre dedans. Il faut refermer. Ensuite, il faut jouer. Il faut passer les détails. Et puis à la fin du film, il faut donc enlever le DVD, sauf si on s'est endormi. Et puis après, il faut le ranger. Alors je vous d'accorde, en termes de socio-culturel, la dernière étape, le rangement, ça dépend des uns et des autres. Bon, alors pourquoi ça a bien marché le lecteur DVD? Parce qu'en fait, c'était un protocole hyper simple une fois qu'on l'a choisi, et puis ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'accélérer. Quand on met le DVD dans le lecteur, bien souvent, hop, il est mangé, il se ferme tout seul, ou le plateau, dès qu'on appuie un petit peu, hop, il se referme tout seul. Ils ont mis en place le système d'autoplay, voire de reprise de la lecture précédente, donc hop, ça se joue tout seul. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était l'époque des Péritel, premier lecteur DVD, et donc ça coupait automatiquement la chaîne de télé et ça me poussait tout de suite le contenu audiovisuel qui venait du DVD. Donc en fait, ils ont tout fait pour accélérer et gommer en fait ce protocole pour qu'on soit tout de suite devant notre film et qu'on ne soit pas en train de s'éclater à faire play et à se balader dans les menus du DVD, ce dont tout le monde se fout. En fait, on avait juste à faire play. Mais le problème, c'est que c'est les mêmes symboles qu'on avait déjà à l'époque des magnétoscopes et des Walkman. Donc moi, les premiers magnétoscopes que j'ai eu chez moi, c'est ma mère qui les a achetés. Donc je ne sais pas quand c'était, d'ailleurs on le verra tout à l'heure. Mais le problème, c'est que moi, ma mère, elle n'a toujours pas pigé les boutons là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas marqué lecture en dessous du petit triangle, on rentre pas le micro-protocole socio-culturel, il n'est pas là. Donc c'est pour ça qu'on trouve toujours un peu des stratégies pour aider les gens qui n'ont pas ce référentiel-là. Alors ma mère, on avait fait pareil, à chaque fois, on lui mettait une petite couleur spécifique sous le bouton play, comme ça il n'y avait plus de soucis. Et donc ces symboles-là, qui du coup deviennent des micro-protocoles, puisqu'ils deviennent quasiment universels, on les retrouve maintenant partout. Le play, il est devenu complètement universel. Les acteurs du digital, pour simplifier et pour accélérer les choses, ont réduit. Donc c'est la même chose que la télécommande où on met du scotch. On enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, pause, play, stop. Bon, en fait, c'est pareil, c'est le même bouton. Et contre toute attente, le rond, tout le monde sait ce que ça veut dire, le rond? L'enregistrement? Il y en a plein qui ne savent pas, je suis sûr. En fait, celui-là, il est toujours là, à tel point que c'est le bouton qui nous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos sur nos iPhones.
Le rond, c'est dans la caméra, le petit truc rouge qui clignote, là, avec marqué REC. Il est toujours là, lui. Donc en fait, ces micro-protocoles, ils sont partout. Je vous donne un exemple. Donc là, on est au Monoprix, j'ai été acheter un Coca et on fait la queue devant la caisse. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui vous choque? Eh bien, il n'y a pas une ligne, il y a un raccord de parquet et la madame, elle s'arrête à la ligne. D'accord? On n'est pas à la banque, il n'y a pas une distance de sécurité pour la confidentialité, etc. Mais ça arrête à la ligne. Donc, ça, c'est intéressant parce que ce qu'il faut bien capter, c'est que tout cet héritage-là, socio-culturel dans le digital, il est basé sur des standards qui eux-mêmes sont en mutation. C'est un sujet de forme et de fond, hein, c'est l'enjeu de l'iconographie. Bon, il y a plein de choses qui en fait n'existent plus, qu'on continue à utiliser. Par exemple, quand votre téléphone sonne, il n'y a pas un petit iPhone à côté, il y a toujours un combiné. Enregistré, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'icône qui se généralise. Je pense que ça va devenir le cloud, le symbole pour dire enregistrer avec une flèche. Bon, bref, notre rapport au temps et à l'espace, il est assez bouleversé. J'accélère un petit peu. Et si on veut regarder un film aujourd'hui, bah, c'est un peu plus compliqué qu'avant, en fait. Parce qu'avant, il suffisait d'avoir un DVD, le mettre dans le truc, et puis c'était parti. Là, maintenant, il faut aller chercher son service. Et puis derrière, on peut le visionner sur différentes périphéries. Donc, en fait, si on décompose le truc, on a allongé le protocole. On a rajouté une étape en amont qui consiste à d'abord avoir un compte, mais dans le cas spontané, il faut aller regarder un film. Donc, il faut se connecter, donc on a un protocole en plus. Il faut choisir le film, donc là, No Comment, c'est pareil. Bien que le sélectionner et le mettre dans le player, c'est pas toujours évident, même sur iTunes. Il y a un temps de téléchargement qu'on n'avait pas avant, donc qui nous éloigne, hein, au lieu de nous resserrer du processus. Et puis en fait, dans la vraie vie, si on veut le regarder sur un rétroprojecteur ou sur un device un peu particulier, bon, ça ne marche pas toujours direct du premier coup. Donc en fait, on se rallonge aussi de ce côté-là. La preuve, on a quand même mis 10 minutes à connecter ce truc-là, alors qu'on bosse avec tous. Donc les gros acteurs du digital qui réfléchissent de cette manière-là, ils en ont bien conscience. Donc ils ont une force d'attraction avec leurs propositions de valeur, avec leurs offres, qui nous donnent envie de quand même chercher des films sur Netflix et co. Ça a bien sûr plein d'avantages. Mais ils ont bien compris que l'enjeu, c'est vraiment de rapprocher les choses. Donc ils sont vraiment dans une stratégie de conquête de l'espace pour être toujours au plus près du protocole. Donc on a parlé de standards et de contextes qui sont en perpétuelle mutation. Je vous ai sélectionné des petits exemples, notamment liés au guidage. Donc là, je suis chez un client, je demande des toilettes, on me dit bah, c'est dans le couloir là-bas. Donc comme bon, ça va, je suis plutôt à l'aise dans la vie, je ne suis pas en mode flippé dans le couloir pour chercher les toilettes. Donc je vois bien le petit panneau toilette qui indique que c'est à droite. Donc moi, pas de souci, j'y vais. J'ai un fonctionnement d'expert, je le vois dans la totalité. Et puis en passant, je vois que juste à côté de la porte, il y a un autre petit panneau toilette. Donc vous imaginez le nombre de personnes qui étaient en fait perdues dans les couloirs, qui voulaient aller faire pipi, et du coup qui rentraient dans le bureau probablement de cette dame qui a mis la pancarte. On a plein de problèmes comme ça de distorsion en fait au niveau des micro-protocoles qui viennent perturber les choses, notamment au niveau des interactions. Donc ça c'est le code d'accès au bureau. Et en fait le timing n'est pas bon. Voilà. Et ça nous arrive à nous tous les jours. Alors c'est des opportunités aussi pour créer quelque chose de nouveau. Régler les problèmes des gens, et donc on passe de l'interaction à la micro-interaction qui vient justement nous aider. Donc là c'est notre exemple, la dame elle fait ses courses, elle est un peu pressée, elle est un peu fatiguée, elle a les mains pleines, c'est génial d'avoir juste à faire ça. On a l'habitude d'ouvrir les portes avec les pieds, donc si on arrive à transposer le truc, hop, vous avez certainement vu les pubs à la télé récemment. Et puis après, il y a des détournements qui sont rigolos parce qu'en fait, il y a des pain points dans les usages. Et dans l'exemple qu'on vient de voir avant, c'est juste qu'elle n'a pas envie de poser ses sacs, prendre ses clés et ouvrir son coffre. Mais c'est du confort, hein, c'est la vie moderne. Et c'est des choses qu'on retrouve par ailleurs. Donc ça, c'est un exemple assez rigolo. Où là, en fait, c'est le même problème. Vous assistez à une séance de no swiping. C'est un mec qui essaye de déverrouiller son téléphone avec le nez. Parce que pareil, il a la flemme d'enlever ses gants. Etc. Et comme donc j'ai présenté une conférence là-dessus au Flupa et ça m'a fait marrer parce que moi je le fais. Donc je me suis dit je suis pas le seul. Donc si vous cherchez un peu sur Twitter, vous trouverez des vidéos un peu marrantes que j'ai postées dans le cadre de cette conférence parce qu'en fait il y en a plein qui le font.
Alors, donc, les protocoles, bah, il faut beaucoup les réinventer et d'autres inventer. On a bien parlé qu'il fallait accélérer les choses. Et en termes d'ergonomie, pour simplifier, pour offrir un service intéressant, ce qu'il faut, c'est surtout déporter l'effort sur le système et pas laisser l'utilisateur porter tout l'effort. C'est pour ça qu'on arrive à des solutions assez novatrices du type Dash. Donc c'est très intéressant à un instant T, mais on a face à une belle révolution et je ne pense pas qu'on arrive à mettre des Dash partout dans nos placards. Donc il faudrait, je sais pas, une espèce de tablette avec plein de Dash, avec des petites étiquettes en papier qu'on met dedans qui correspondent aux marques, etc. J'y crois pas trop. D'autres exemples comme ça de protocoles qui sont en mutation à inventer, à réinventer. Le paiement sans contact, donc finalement ça ne fait pas si longtemps que les commerçants sont équipés. Puis on a déjà des successeurs qui sont en train d'arriver où on intègre en plus un protocole d'identification, il est inclus dedans, protocole de paiement, protocole d'identification inclus, qui à mon avis va entraîner la mort des claviers numériques, puisque on sera identifié d'une autre manière, il n'y a rien de plus insupportable que se souvenir des codes. Pour entrer dans les maisons, maintenant on a des objets communicants qu'il suffit de badger, de biper, etc. Donc en fait, pour la conclusion, puisque je suis un peu en retard, c'est que les protocoles, c'est vraiment la clé de l'innovation. Par exemple, on parle beaucoup de chatbot. Ouais, c'est le truc le plus simple en fait à faire, c'est-à-dire que on va répliquer un protocole existant, puisque aujourd'hui on communique par texte simple, c'est un usage qui est déjà existant au niveau des SMS, au niveau des chats, sur quasiment tous les devices. Et puis derrière, pour le faire fonctionner, on est simplement dans une réplication des protocoles socioculturels de la communication. C'est très facile à localiser dans les pays, d'intégrer les codes. Donc oui, forcément, ça va exploser. Un autre exemple que je vous propose de regarder sous cet axe-là, c'est Uber. Eux, ils n'ont pas de finalement challenge techno. Ils ont simplement ubérisé le protocole du taxi. Ils ont simplement réfléchi à ce séquençage-là et puis ils l'ont challengé et ils ont réussi en fait à gommer pas mal de pain points pour avoir une expérience beaucoup plus fluide. Donc déjà, on est géolocalisé tout de suite. On n'est pas obligé de galérer à trouver un numéro, le nom de la rue quand on veut trouver un taxi. Commande en un clic. On connaît le temps d'attente. C'est plutôt fiable. On a une qualité de service à bord qui est non négligeable quand on prend beaucoup le taxi. Et puis tout ce qui est paiement et facture, c'est complètement automatisé. On n'a même pas à le gérer. Ça fait encore plus gagner du temps. Donc on a raccourci en fait le protocole de déplacement grâce à Uber. Le plus gros challenge, il est au niveau des IoT, où aujourd'hui on est dans une époque où en fait on a une succession de technologies qui sont plus ou moins adoptées. On pourrait discourir longtemps là-dessus, j'ai plus le temps. Mais là par exemple on voit la première courbe, c'est la radio qui a commencé dans les années 20. Donc quand elle revient comme ça, c'est qu'on est à 100% d'adoption en théorie, c'est-à-dire qu'elle est largement diffusée et intégrée dans les foyers. Ensuite, il y a la télé en noir et blanc, la télé en couleur, le magnétoscope qui est arrivé assez tard en fait, finalement, sur la télé en couleur. Donc ça, c'était pour la grand-mère de tout à l'heure. Le téléphone portable, ensuite le smartphone, etc. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai remis à l'échelle en fait les courbes de plusieurs technos. On voit que on est à un moment donné où en fait, on est à l'adoption d'un certain nombre de mix de techno, que ce soit les écrans tactiles, donc tout ce qui va derrière en termes d'interaction et de design, le concept de smartphone, évidemment les protocoles réseau, le Wi-Fi, le Bluetooth et co. On est à une époque donc, où ces technologies-là sont mixées et on a de plus en plus de devices aujourd'hui qui mixent ces technologies-là, les voitures, les box, évidemment les téléphones, mais surtout, c'est pour ça que j'en ai mis deux, c'est qu'en fait on devient dans un mode qui est vraiment multi-user. Avant on était dans un cadre où on avait un terminal pour plusieurs personnes, on est passé à l'ère où une personne a plusieurs devices, et maintenant on rentre dans l'ère où il y a plusieurs devices pour plusieurs personnes. Bon, les modalités d'interaction design, je ne m'étends pas, mais donc du coup, pour ces problématiques d'innovation, en fait, le vrai sujet, c'est tous ces protocoles-là qu'il faut arriver à agencer, qu'il faut arriver à dompter, qu'il faut arriver à simplifier, il faut arriver à gommer l'effort le plus possible pour que l'accès à notre promesse, notre service, soit le plus fluide, le plus rapide possible. Et le meilleur exemple que j'ai à citer, c'est Facebook, la meilleure de connexion. Je pense que personne ici est capable de me dire comment elle est, pour la simple et bonne raison qu'ils ont tellement bien travaillé leur écosystème et leur parcours qu'en fait, on n'y est quasiment jamais exposé. Bon, je m'arrête là. J'avais 5 recettes après, mais... 5 recettes, j'ai le droit?
1 minute. Ok. Donc du coup, on se concentre. Il faut arriver à bien identifier et délimiter justement les protocoles qui sont liés à notre usage. Hein, on l'a vu, quand on veut accéder à un réseau social, il faut se connecter, s'identifier. Pour ça, il faut vraiment étudier toutes les facettes de l'expérience, avant, pendant, après. C'est un peu un des fondamentaux du design thinking. Hein, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, et il y a une multitude de protocoles et de micro-protocoles. Et justement, tous ces micro-protocoles, il faut les optimiser le plus possible pour justement maintenir l'attention, maintenir le focus, travailler les interactions. C'est pour ça que c'est si important, les interactions. C'est pas pour faire joli, c'est que ça aide l'utilisateur à rester concentré. Donc là, c'est tout le travail sur la sémantique, les symboles qu'on a évoqués tout à l'heure. On est obligé de penser en flow, il ne faut plus penser en écran, ça c'est vraiment plus possible. Il faut vraiment raisonner en séquences modulaires, hein, qui sont pas forcément dans un ordre précis. Par exemple, identification, création de compte, on peut rentrer par l'un ou par l'autre. On peut s'identifier avant de passer son achat. On peut pendant l'achat être amené à s'identifier ou à créer un compte. Donc il faut que ce soit modulaire. Et évidemment responsive, il faut que l'information, en termes de flux, elle soit diffusable dans plein de contextes et plein de formes différentes, parce que demain, nos devices seront pilotés par la pensée. Il faut identifier les technos qui sont capables de réduire au maximum les protocoles, quitte à les gommer. Donc c'est là que le big data joue un rôle important. On va pouvoir pré-sélectionner, pré-définir des comportements pour accélérer, encore une fois, demander à l'utilisateur de ne pas faire cet effort-là. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est arriver à des logiques de pilotage et de tracking qui soient au niveau du protocole, dans cette succession de protocoles, et au niveau du micro-protocole, pour qu'on puisse commencer à avoir des KPI sur l'expérience. Qu'on puisse se dire, tiens, dans notre expérience, toute notre tâche, toute notre séquence, il y a une succession d'étapes qui ne sont pas forcément dans l'ordre, et arriver à identifier en fait quel est le protocole qui pêche, de manière à ce qu'on puisse être dans une logique d'itération continue. C'est un peu ce qu'on fait dans le design de service, hein, où on mesure en fait des séquences clés dans le design de service. On peut se dire que la somme des KPI d'expérience nous donne non pas un chiffre ou une donnée extrêmement viable pour mesurer une expérience, mais en tout cas, ça reste un indicateur qui donne une tendance. Voilà, et je vous remercie. Alors, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Pas de questions ? Ouais, mais là on est vraiment dans un sujet de marché, enfin de marketing, mais qui effectivement il y a des protocoles d'achat, il y a plein de mécanismes comme ça qui sont importants. Bon bah merci. Merci. Au revoir.